Cette émission Sous le bandeau vous est présentée par son commanditaire premium, consultant bgh.com, votre partenaire d'innovation pour les centres de contact. Hey, tu aimes ce que fait Sous le bandeau? Alors rejoins-nous sur le Patreon de Sous le bandeau, / Sous le bandeau. Bien sûr, sache-le, il y a 4 forfaits. $3, $5, $7 et $33. Abonne-toi. Numéro 69? Non! Mais non, c'est l'émission numéro 72. Non! 80! Allez, là, vous me découragez. On est à l'émission 83. Toi, je sais que ça fait longtemps. C'est ça, enfin. Là, tu sais, je sais, Dominique, ça fait longtemps que t'es pas venu ici, là, mais bon, là, t'es à l'émission 83, présentement. Félicitations. Ben, merci. Je reviendrai pour l'émission 110. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est ça, encore une fois, mon cher frère Dominique, bienvenue avec nous, mais aussi, comme tu dis, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé durant tous ces temps-là? Parce que, tu sais, on aurait aimé ça de te voir, mais finalement, t'étais pas là. Donc, c'était quoi les raisons pourquoi t'es pas venu nous voir, au juste? J'étais blackboulé, disons, de la radio. C'est vrai. Sous le bandeau. Ouais. Non, c'est parce que j'étais pris aussi pas mal dans... Bon, j'ai déménagé, comme vous le savez, je suis sur la rive nord, et j'ai eu beaucoup de travail dans ma maison. Donc c'est vrai que ça, j'ai pas pu me libérer quelquefois, et c'est vrai que je le regrette. Et j'espère que je vais me rattraper maintenant, donc je serai là à chaque émission. T'as de l'émission 84 à 110, là, fait que ça c'est parfait, on va pouvoir faire ça. Mais ouais, puis sinon, comment ça se passe avec le Grand Orient du Québec? Très bien, très bien. Ça fonctionne vraiment bien. Il y a toujours cette chaleur humaine et cette fraternité donc au sein de notre obédience. Et puis la chaleur humaine, on l'a au sein de nos 2 obédiences puisqu'on est là. Et puis du Suprême Conseil, etc. Donc c'est vrai que c'est un plaisir partagé que j'ai à vous retrouver à chaque fois. Ça fait partie, disons, faites partie de ma famille. Oh. Puis là, parlant de famille, votre famille aussi s'agrandit parce que je pense qu'avec le rite français, vous continuez à faire du développement, ça se passe bien aussi, ça aussi. Là, je pense que vous tout à fait. Puis on est en train de monter un grand chapitre, donc qui sera le chapitre du GODQ, donc du Grand Orient du Québec, avec le Grand Orient de France. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur, et puis en même temps qui va faire que nos 2 obédiences vont encore se rapprocher et fusionner, disons, dans les chapitres du rite français. Ben oui. Ah, bon, vous avez des bons projets. Fait que je comprends pourquoi tu n'es pas venu nous voir là, pendant tout ce temps-là. Je pense qu'on va t'avoir d'ici l'émission. Peut-être pas 110, peut-être 115, on va te voir, là, mais je comprends ça. Claudia, comment ça va? Allô, ça va très bien. Oui. Ah, c'est le fun, ça. Toi, Franco? Moi, ça va très bien aussi. Très bien, oui. J'ai été malade pendant une couple de jours là, après le Festival d'été de Québec, là, mais là, ça va bien. Là, après les médicamentations, tout ça, là, je réalise que j'ai vraiment 44 ans. Là, donc, parce que c'était ma fête la semaine dernière en plus. Hein, donc, plus des rumeurs. C'est plus les rumeurs, c'est vrai. Donc là, j'ai vraiment vieilli. Fait que là je réalise aussi que les bobos, ils durent plus longtemps que quand j'étais un petit peu plus jeune. Fait que c'est drôle. Mais ouais, donc toi, ça va bien de ton côté, Dominique Herrier? Oui, non, mais toi, ça dure 2 ans, tes bobos, c'est ça? Ou Tu dis ça pour me vexer? Ou... non, t'es pas plus jeune que moi, toi. Faut dire que Franco est légèrement hypocondriaque et plaignard. Hein? Ah, mon Dieu. Mon Dieu, c'est trop. Sylvain, ça va suivre. C'est ça. Non, mais c'est vrai, des fois, je vais me faire des idées sur des bébites là, dans ma tête, puis je suis sûr, j'ai tout ça, puis finalement, c'était pas ça. Mais, ouais. Ouais, c'est ça, tant mieux. Fait toi, ça se passe bien ces temps-ci. Ça se passe bien. Puis justement, ça fait pas très longtemps qu'on s'est vus, fait que ça, c'est parfait. Ça fait pas très longtemps. Ouais, c'est pas comme le dernier 6 mois non, que Sylvain... Ouais. Ah, bon, bienvenue. Merci. Bienvenue parmi nous. Sylvain! Grand architecte de l'univers, ou mon Dieu, qu'on n'a pas le droit de dire. Comment est-ce qu'il va? Moi, je vais très bien. Ouais. J'ai un été assez mouvementé. Comment ça?
Au niveau professionnel, ça bouge beaucoup. Demain, je vais d'ailleurs chercher des matériaux pour faire des nouveaux cabinets de réflexion au Temple. Ouais. Alors, on va être plusieurs frères et sœurs, le vendredi, entre autres, qui vont travailler à élaborer tout ça. Puis, donc, voilà. Puis, j'ai aussi passé, Franco, à une émission de complotistes. Ça, c'est vrai, ça. Oui, c'était à l'émission En toute franchise avec Stéphane Hamel et Amélie Paul. Ouais. Et c'était dans le cadre de la 100e émission. Et on m'a invité. Et là, je me suis ramassé dans un débat avec des complotistes qui ont tenté de me mettre en boîte et qui n'ont pas réussi. Ouais, ben écoute, j'ai écouté l'émission. Je trouve que tu t'es très bien débrouillé. C'était quand même assez intéressant. Puis d'ailleurs, tu sais, j'ai texté après Stéphane. Dans ce temps-là, j'étais aussi... 50 millions de projets, fait que je peux pas me présenter parce qu'il nous avait invités, pas juste toi, il nous avait invités parce qu'on avait été la première fois là, quand il voulait rencontrer 233e, là, tu sais, là, puis que là, finalement, je riais quand même des commentaires quand il disait, ben le jeune, là, c'est pas un vrai 33e parce qu'il est trop jeune, là, ben sinon il connaît pas le 34e, là, je riais toujours de ça. Mais j'ai trouvé bien courageux parce que il y en avait un là-dedans, je pense que c'est François Amalga, que je trouve que tu as bien répondu à ce monsieur-là. Puis, tu sais, comment je pourrais dire ça? Tu sais, il y a plusieurs années de ça, on était dans les mêmes positions que ces gens-là. On avait les mêmes pensées. Fait de voir ça, ça me donnait un peu un flashback de peut-être qu'il y a 15-20 ans de ça, là, facilement. Là, mais, tu sais, Franco, qu'est-ce que le plus marqué notre passage à leur émission? C'est le fait qu'on ait mangé du McDonald's avant d'aller à l'émission. C'est constamment ça qui revient dans les dires des auditeurs, parce qu'ils disent, mais là, ils peuvent pas être sages, ils peuvent pas être parfaits, ils ont mangé du McDonald's. Mais non, mais ils n'ont pas compris. C'est que le McDonald's, le M, il est en or. Fait quand tu le remets comme ça, puis t'enlèves la ligne, ça devient le Royal Arch. Ça devient le Royal Arch, tu sais. Puis là, si tu remets la ligne comme ça, ben là, tu peux tu le mets de l'autre côté, ben ça donne un 3. Fait que si tu mets 2 McDonald's ensemble, ça donne 33. Ah! Je viens de penser à ça immédiatement. Moi, je ne vous rejoindrai pas là-dedans. Non? Non. Ah, OK. On sent que t'as la frite. Hein. Non, mais mon désir d'aller là, c'est de reconnaissance? Non, c'est pas un désir de reconnaissance. Okay. On a un devoir de protéger l'ordre et de combattre l'ignorance aussi. Ouais. Donc, mon désir, c'est tout simplement de dire aux gens, arrêtez de croire toutes sortes de balivernes qu'on vous raconte au sujet des maçons, parce que c'est pas vrai. Donc, c'était ça mon intention. Oui, puis comme je te dis, ça c'est. En tout cas, moi, dans ce que j'ai pu voir de public, je pense qu'il y a quand même eu plusieurs invités. Puis il y a quand même eu des sujets à l'extérieur des micros, là, ce que j'ai compris, puis tout ça. Là. Mais écoute, moi, j'ai trouvé que ça s'est bien passé, puis c'était très bien. Là, tu sais. C'est sûr que des fois, je me retournais à la langue, parce que je me disais, j'aurais peut-être dit ça à la place ou quoi que ce soit. Mais c'était bien. Puis les gens pourront aller voir l'émission En toute franchise qui est sur YouTube, donc qui est disponible. Puis écoute, ils en font des émissions, eux autres, là, parce qu'ils ont commencé bien longtemps après nous autres, puis ils sont déjà rendus à une 100e épisode. Mais je pense qu'eux, en plus, ils font des émissions à toutes les semaines, si je me souviens bien. À toutes les semaines. À toutes les semaines. Fait que c'est quand même... En tout cas, nous, on n'est pas là. On n'est pas là. Il y a une sorte d'agressivité quand on est franc-maçon et qu'on va les voir, non? Non, il y a quand même une ouverture parce qu'ils veulent en connaître plus. Ouais. Ils disent beaucoup de choses sur les maçons, mais ils n'en ont jamais rencontré. Parfois, moi, je leur dis, ça, c'est comme le type qui écrit un livre sur la chasse à l'orignal, mais il n'a jamais vu un orignal de sa vie. Alors, c'est un peu le même principe. Donc, le fait de rencontrer des maçons, de voir qu'on est des gens normaux, qu'on n'est pas des élites, qu'on n'est pas tous membres du World Forum économique, comme ils prétendent, eh bien, ça change la donne. Ça leur permet de voir d'autres choses, puis de voir que ce qui circule, c'est de la désinformation. Ben oui. Ben, donc, tu as fait du recrutement en même temps, quoi. C'est ça. Non, c'est pas l'objectif, mais c'est quand même des chercheurs de vérité. Ouais. C'est juste que c'est des gens qui sont souvent perdus, là, puis manipulés par d'autres. Il y en a plusieurs qui sont vulnérables aussi. Puis je pense qu'il y en a là-dedans qui vont trouver leur chemin dans la maçonnerie. Nous, moi et Franco, on est un bel exemple. Ouais.
Au début, moi, je suis rentré pour infiltrer la maçonnerie, puis je me suis aperçu que c'était pas du tout ce qu'on disait. C'est la maçonnerie qui l'a infiltré. Et voilà. Toi, Claudia, qu'est-ce que tu allais dire? J'allais dire que moi aussi, quand j'avais été faire une émission, j'avais été vraiment bien reçue. Ouais. Et puis, il y avait des gens du public qui étaient là, et puis j'avais eu des questions après, puis on avait discuté, puis c'était vraiment intéressant. Les gens, comme Sylvain dit, sont intéressés de savoir ce que c'est. Puis c'est vrai qu'ils cherchent la vérité, puis ils sont ouverts à regarder différentes voies. Puis même si des fois ils ont des appréhensions, ben une fois qu'on amène certains sujets avec peut-être plus d'ouverture, ben là, ils sont ouverts aussi à poser des questions, puis c'est super intéressant. Il y a toujours quelques radicaux là, qu'on ne pourra rien faire parce qu'ils sont dans l'ignorance la plus totale, puis sont dogmatisés. Mais ça, on peut rien y faire. On avec en a le aussi temps. en maçonnerie. On en a aussi en maçonnerie, des dogmatisés. Là, on ne se le cachera c'est pas. clair. Hein. Ben écoute, vraiment content que, comme je te dis, ça s'est bien passé, tout ça. Là. Ça, c'est pas mal les nouvelles je pense, les dernières nouvelles fraîches là, qu'on a de maçonnique, là, vu que tu as quand même représenté l'émission. Sinon, ben, on pourra tomber directement dans le sujet aujourd'hui. On peut faire ça assez rapide, fait que ça, c'est le fun. C'est une bonne occasion. En fait, avant de sauter le sujet, évidemment, il faut remercier nos commanditaires, notre commanditaire Premium, qui est notre frère. En fait, c'est un de nos frères que l'entreprise, c'est consultantbgh.com. Donc, si vous avez des besoins pour des centres de contact, tout ce qui est téléphonie IP et tout ça, allez voir consultantbgh.com. On les remercie. C'est eux autres qui contribuent le plus à l'émission. Puis sinon, on a aussi un autre commanditaire qui est notre-colonne.com qui fournissent aussi des régaliums maçonniques. D'ailleurs, il devrait avoir nos deux livres, là, en fait, mon livre, le Lucifer, la franc-maçonnerie, hein, Anatomie d'un mythe. Tu présentes bien ça, Sylvain. C'est merveilleux, c'est ça qu'on veut. Donc, regardez, c'est un vrai modèle. Ah, wow! Ah, puis là, il se rend jusqu'à la fin. Mais c'est ça, tu sais. Donc, mon premier livre, bientôt best-seller, une fois que je vais avoir vendu 1900 autres copies. T'es proche. Non, mais je reste toujours... Je persévère, puis je suis pas pervers, mais je persévère. Puis, et donc là, c'est ça. Donc là, il va être disponible sur notre-colonne.com et aussi le livre de notre frère Yves, donc le traité philosophique et pratique du tarot, qui va être disponible, donc si vous voulez commander. Et en même temps, ça me fait penser, on est aussi maintenant sur Amazon, donc si vous voulez, sur Amazon, so.ca.fr, peu importe, il y a plein de points là-dedans, le .com, tout ça. Le livre, nos livres sont disponibles, donc vous pouvez utiliser Amazon Prime pour recevoir votre livre un peu partout à travers le monde. Le seul hic, c'est que si vous ne commandez pas du site de la Roseraie des philosophes, donc roseraidesphilosophes.ca, ben, vous n'aurez pas votre livre dédicacé. Vous allez peut-être l'avoir plus rapidement, ça arrive, mais il ne sera pas dédicacé. Fait que si mais il est moins cher quand même. La dédicace coûte très cher. Tu sais que la signature de Lucifer Morningstar, ça vaut quelque chose. Ça coûte cher, c'est ça. Donc, si vous voulez avoir un livre dédicacé, vous allez sur roseraidesphilosophes.ca. Sinon, sur Amazon, nos-colonnes, un peu partout sur le web, c'est disponible. Même en France, dans la ville de Tours, la librairie Savoir-être, il devrait rester quelques copies. Donc, vous pourrez aller voir là aussi. Donc, ça, c'est un peu les endroits où vous pouvez vous procurer les livres, bien évidemment. Le sujet quand même assez intéressant. On en avait parlé lors de notre dernier épisode. Je voulais justement inviter notre frère Dominique parce que c'est un monsieur qui aime beaucoup visiter, puis qui est beaucoup dans les activités aussi paramaçonniques et tout ça. Des associations et tout. Puis je me suis dit que ce serait la meilleure personne pour partager un peu ton expérience justement, puis de discuter avec nous à propos de ça. Puis c'est vraiment sur l'épuisement maçonnique, tu sais. Puis la raison pourquoi que je veux parler de ça, c'est que je pense qu'on en a toutes dans nos obédiences des gens qui vont se donner corps, âme, esprit, absolument tout d'eux autres. T'sais. Puis des fois, ben, c'est au détriment soit de leur santé, au détriment de leur famille, tout leur côté personnel, tu sais. Et je voulais faire cette émission-là aujourd'hui pour leur parler puis dire, puis pour ceux et celles peut-être qui ont l'impression qu'ils se rendent à ce point-là, tu sais. Puis
puis qu'on ne veut pas les perdre, ces gens-là. C'est peut-être juste de repenser à un certain équilibre, puis de dire, la maçonnerie, oui, ça peut prendre une place importante dans sa vie, mais c'est peut-être pas la place numéro 1 dans la vie. Je pense rapidement à vous deux, votre enfant prend la place numéro 1. La maçonnerie, j'espère, ne prendra jamais la place numéro 1, parce qu'il y a des points qui ont des points d'ancrage qu'on doit garder là-dedans. Puis, donc, c'est ça. Je voulais un peu vous entendre parler. Puis, si vous me permettez, tu avais l'air à vouloir tout de suite parler. Fait que Non! Non! Ah, non! Mais non, je t'écoute attentivement. Continue. OK, parfait. Parce que sinon, je voulais entendre un peu l'expérience de notre frère Dominique, parce que notre frère Dominique, ça fait... Depuis, en tout cas, ça fait quand même assez longtemps que tu es en franc-maçonnerie. Je crois que tu étais 91. 91, donc j'avais 11 ans. 30 ans, ouais. 33 ans. 33 ans. C'est exactement les M de McDonald's, c'est la même chose. Donc, ouais, c'est ça. Donc, ça fait 33 ans que tu es en franc-maçonnerie. Tu es quelqu'un qui mange la maçonnerie, qui en fait, mais qui fait aussi plein d'autres activités. J'aimerais un peu que tu nous parles de ce sujet-là, puis comment toi, ça reflète pour toi justement cet épuisement-là. Est-ce que tu as déjà eu ça dans ta carrière maçonnique, un certain épuisement? Puis si oui, mais qu'est-ce que tu as peut-être fait pour justement remédier à ça, parce qu'on te revoit aussi beaucoup t'impliquer. Fait que j'aimerais ça un peu entendre cette histoire-là de toi, en fait, mon frère Dominique. En fait, quand je suis rentré en maçonnerie, c'était en France, c'était au Grand Orient de France. Et j'ai été épuisé assez rapidement dans la mesure où j'étais chef d'entreprise. J'étais aussi au Rotary international, donc ça me prenait pas mal de temps. Et puis dans d'autres associations en dehors. Donc j'ai toujours officié, je dirais, pour le bien de l'humanité et le bien de la société en général. Mmh. Alors c'est vrai que j'ai visité beaucoup dans la maçonnerie, mais arrivé à un certain temps, il a fallu faire des choix. Et je m'étais mis un peu en sommeil, donc au niveau de la maçonnerie. Quand j'ai passé ma maîtrise, quelques années après, donc je m'étais mis en sommeil, mais j'allais visiter. Je n'avais aucune appartenance dans une obédience, mais je visitais quand même énormément de loges en dehors de cela. Et je me suis consacré beaucoup plus, je dirais, sur l'humanitaire à cette époque-là, donc surtout pour l'Afrique, pour aider surtout dans les hôpitaux, et je me suis consacré à ça pendant de nombreuses années. Et je suis revenu après plus tard dans la maçonnerie, où j'ai récupéré, je dirais, un peu le temps perdu en travaillant beaucoup et en visitant énormément. Mais j'ai la chance d'avoir une épouse, je dirais, quand on a une épouse et quand on a un mode de vie, je dirais, qui est en osmose avec ces associations, je dirais ça passe facilement. Moi, j'ai une épouse qui ne me pose jamais de questions et qui sait mon implication, je dirais, dans l'associatif et dans la maçonnerie. Donc, ce qui fait qu'elle m'a toujours épaulé. Et je ne fais jamais rien ou je ne vais jamais dans une direction sans qu'elle soit au courant. Donc, à chaque fois, quand on a créé, quand on a fait évoluer la maçonnerie, depuis que je suis au Québec maintenant, depuis 16 ans, elle a toujours été derrière moi et elle sait très bien ce que je fais. Alors, en parallèle de ça, c'est vrai que je suis l'adjoint du gouverneur, donc du Rotary international. Donc, et ça, c'est pareil, c'est toute la partie Québec et Maine aux États-Unis où on fait beaucoup d'actions, et puisqu'il y a 53 clubs. Donc, il y en a certains à visiter. Donc, c'est encore une autre chose. Mais j'ai toujours, dans ma vie, fait plusieurs choses à la fois. Donc, je ne peux pas, moi, m'impliquer que dans une seule chose. Donc, quand j'étais en France, j'étais président de pas mal d'associations. Je me suis impliqué dans l'insertion des jeunes des banlieues. Je me suis impliqué dans le judo. J'en ai fait une vingtaine d'années. Je me suis impliqué dans Amnesty International. Je me suis impliqué dans la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, où je suis resté près de 25 ans. Donc, j'ai toujours eu un panel et en même temps, je dirigeais mes sociétés. Donc, ce qui fait que c'est aussi, je dirais, quelque chose qui, moi, m'a toujours... mon implication et
c'est moi qui veux cette implication, à la limite. Mais il est certain que si mon épouse m'avait dit, bah écoute, viens un petit peu, elle me l'a dit une fois d'ailleurs, j'ai 4 enfants, j'ai malheureusement perdu une petite, et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir quand elle est partie en 2000, parce que je me suis impliqué tellement dans un certain nombre de choses que je ne l'ai pas vu grandir, mais je l'ai vu mourir, puisque plus proche d'elle dans la dernière année quand elle est partie que dans les 7 premières années où elle a grandi. Alors ça m'a fait réfléchir aussi, donc je me suis posé, et puis je dirais mon implication revenant, la créativité, le fait j'ai toujours été un créateur, je crois que tous les trois on est sur la même ligne, et puis un développeur. Donc j'ai toujours aimé développer, mais dans l'humilité, et puis dans le rassemblement. Donc, je suis assez rassembleur, et dans ma tête, je me dis, on est là, nous sommes des passeurs. Tout ce qu'on est en train de développer, tout ce qu'on est en train de rassembler, c'est pour le passer après aux descendants et aux suivants. Et je crois que la maçonnerie, moi, m'a apporté énormément. Déjà le fait de vous connaître, de vous avoir rencontré, moi ça fait partie, je disais tout à l'heure, vous faites partie de ma famille. On est des modèles inspirants aussi. C'est vrai, oui, et non mais c'est vrai, puis on est jumeaux, je dirais, dans certains grades, etc. Donc ce qui fait que oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments de lassitude, il faut faire avec, et puis en même temps, le fait d'aller visiter et puis d'amener la bonne parole, ou d'essayer, disons, de faire comprendre aux frères et aux sœurs qu'on n'est que de passage sur Terre et qu'il faut rester humble dans ce que l'on fait. Moi, je trouve qu'on a cette obligation, quand on est grand maître et quand on est responsable d'une obédience, ou quand on est vénérable d'une loge, ça démarre là. Je crois qu'on a l'obligation de rassembler, et puis de se retrouver et d'être bien ensemble. Je dis toujours, lorsque vous avez fini une réunion et que les gens restent à discuter, boivent, etc., vous avez gagné votre pari. C'est que les gens se sentent bien. On a formé un groupe. Si les gens, aussitôt que la réunion est terminée, s'en vont très rapidement en prétextant, je dirais, des emplois à l'extérieur importants, vous avez pas réussi tout. Il vous manque quelque chose. Mais le fait que les gens restent ensemble, se voient, etc. Et puis la maçonnerie, je pense qu'il faudra développer un petit peu, peut-être comme le Rotary, on le fait, mais peut-être pas assez. On ferme nos loges, ou on ferme nos temples, disons, pendant les vacances. C'est vrai que quelquefois, c'est peut-être pas plus mal de se retrouver, faire des pique-niques ou des choses comme ça. Mais bon, là aussi, je crois qu'il faut aussi prendre un peu de recul et un peu de vacances, parce que ça nous fait le plus grand bien et on a le plaisir de se retrouver. Mais c'est pas que la maçonnerie n'est pas, je dirais, une fin en soi. On peut apprendre la maçonnerie et puis la fraternité, les échanges que l'on a en loge, mais n'oublions pas que ce que l'on se dit en loge, il faut remettre ça au niveau de la cité et puis s'impliquer vis-à-vis des autres à l'extérieur. Il faut, ce qu'on apprend ou ce qu'on discute en loge, à nous, disons, de l'amener dans le monde profane pour qu'il y ait une société meilleure. Je crois qu'aujourd'hui, la chose qui nous rassemble tous en maçonnerie, c'est qu'on s'écoute, on échange, on va pas se fâcher, on peut être d'un avis différent, on va quand même échanger. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la société où l'on vit actuellement, il n'y a plus ces échanges, il n'y a plus cette écoute, puisqu'on n'écoute plus l'autre, on écoute celui qui a parlé en dernier, et puis c'est lui qui a raison. Je crois que là, c'est, à mon âge, je dirais, je suis un peu déçu de ça, donc, mais pas du tout fatigué d'être dans la maçonnerie. Mais c'est intéressant, parce que toi, ce que j'en comprends, c'est que ta vie, je pense que la maçonnerie puis toutes les autres activités caricatives prennent une place énorme, je veux dire, qui est une place principale pour toi, tu sais. C'est intéressant, mais je pense que c'est pas tout le monde qui a cette réalité-là, tu sais.
Puis je dis ça, je te regarde, là je te regarde, Claudia, tu sais. Mais je dis, toi aussi, t'as une réalité qui est totalement différente de notre frère Dominique. Moi, je peux pas dire que j'ai vécu un épuisement maçonnique dans l'optique où est-ce qu'à un moment donné, j'ai eu l'intention de démissionner. Ça s'est pas passé de cette façon-là pour moi parce que la maçonnerie m'apporte beaucoup de ressourcement. M'amène, en fait, je crois que la maçonnerie, à un moment donné, j'ai lu une phrase là, qui a un peu, comment je peux dire, fait une synthèse un peu de mon processus maçonnique. Ça disait, il y a 2 sortes de fatigue. Une fatigue pour laquelle, pour t'en remettre, tu as besoin de repos, l'autre, tu as besoin de paix. Et je pense que dans certains cas, la fatigue que je ressentais n'était pas une fatigue qui m'amenait à avoir besoin de repos, mais de paix. Et je pense qu'en allant dans le temple maçonnique, ça m'aidait à trouver une certaine paix. Donc, j'ai pas ressenti, moi, l'envie de démissionner de la franc-maçonnerie. J'ai ressenti 2 fois l'envie de démissionner de poste. Ça, c'est le cas. Une fois, quand j'étais second surveillant, là, je me disais, oh mon Dieu, c'est beaucoup avec mon travail, avec mes autres projets. Je trouvais que ça m'en faisait beaucoup, que j'en avais beaucoup dans mon assiette. Puis, j'ai pas été capable de démissionner à ce moment-là parce que je ressentais que j'avais fait un serment, puis que le fait de le respecter, il y avait quelque chose de comme... Je le sentais vibrer en dedans de moi. Je me disais, là, j'ai l'impression que je trahis mon serment, puis je suis capable de le faire, je vais le faire à la mesure de mes capacités en suivant mon cœur, puis mon cœur me disait, démissionne pas. Quand j'ai été vénérable, puis là, ça, je le disais beaucoup au début aux gens, là, je disais, je comprends, là, si des fois vous pensez à l'idée de démissionner d'un poste ou de... Moi, là, j'ai pensé au moins, entre chaque tenue, je pensais au moins 100 fois à démissionner du vénéral. Ouais, c'est ça. et particulièrement quand j'ai eu ma fille. Okay. Là, je me suis dit, OK, je pense que c'est là-dessus que je me concentre. Je pense que la loge va mieux fonctionner si je me désiste de mes fonctions. Puis, la synchronicité faisant toujours bien les choses, j'ai dit à Sylvain avant de partir, je pense que je vais démissionner. Puis, parce que cette journée-là, c'est Sylvain qui gardait notre fille. Puis là, j'ai dit, je pense que je vais démissionner de mon poste. Je vais voir comment je me sens arriver là-bas. Puis, quand je suis arrivée là-bas, là, il y a quelqu'un qui m'a dit « Bienvenue à la maison ». Puis, je me suis vraiment sentie comme ça. Puis là, je me suis dit « Ouais, c'est vrai que c'est ça. C'est vrai que c'est ça et qu'un n'empêche pas l'autre et qu'il y a une façon. » J'ai dit « Je vais continuer à le faire à la mesure de mes capacités. Puis, si à un moment donné, je vois que ça devient problématique pour la loge, je vais me retirer parce que mon objectif, c'est que tout se passe bien. Tu sais, je l'ai fait pour pouvoir avoir un apport, soutenir, moi, m'émanciper à travers ça aussi. Ouais. Mais je le fais pas non pour que ça ne faut pas que ça nuise là, tu sais, pas ça. Que mes questionnements personnels nuisent. T'as dit un mot vraiment important, je pense que c'est la clé, c'est à la mesure de tes capacités. Puis tu sais, on peut clairement voir que les capacités comme que notre frère Dominique versus toi sont quand même différentes, tu sais, parce que je t'ai jamais vu, mis à part ta loge. Peut-être d'autres vendredis, des fois aller visiter d'autres loges. Je t'ai jamais vu visiter beaucoup de loges à tous les mois, puis parce que justement, tu as une réalité qui est au départ. Quand j'étais jeune maître, c'est ça. il y a pas si longtemps que ça, j'ai visité quand même beaucoup. C'est ça. Mais peut-être que tu le sais. Toi, tu le sais peut-être, mais nos auditeurs savent probablement pas. Moi, je sais tout, comme le grand architecte. Le grand architecte est juste en face de moi, tu le sais. Là. Il me communique. Moi, quand je parle, il me répond. Je comprends. Ouais, c'est ça. À 19 ans, moi, j'ai fait un burn-out. Ouais. Donc, très jeune, tu sais, j'ai été confrontée au fait que du jour au lendemain, j'étais plus capable d'aller à l'école, travailler, fonctionner, conduire, plus capable. Là. Donc là, trouble d'anxiété généralisée, burn-out, tout d'un coup. Là. Donc, ça a fait en sorte que j'étais jeune, là, j'étais encore au cégep dans cette période-là de ma vie. Donc, ça a fait en sorte que rapidement, ben là, j'ai frappé un mur. Puis là, j'ai dit, OK, je peux pas travailler à temps plein, à l'école à temps plein, avoir d'autres affaires en même temps, ça fonctionne pas. Donc, rapidement, très, très tôt dans ma vie, il a fallu que je me questionne sur c'est quoi avoir une saine énergie, c'est quoi être capable de se régénérer, c'est quoi être capable de gérer les intrants puis les extrants d'énergie, qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qui me rapporte, comment je me régénère, c'est quoi les bonnes façons de se régénérer. Ouais. Donc, c'est sûr que maintenant, je suis plus prudente par rapport à ça, parce que j'ai eu ces expériences-là qui ont été difficiles pour moi, très formatrices aussi, mais très difficiles aussi, et dans lesquelles j'ai vu certaines limites, tu sais, puis je me suis dit, OK,
Là, je suis allée, puis clairement, c'était mon ego puis mon orgueil qui me drivait là, quand j'avais 19 ans puis qui me forçait à faire plein de choses en même temps. Et avec la franc-maçonnerie, ça m'aide à travailler là-dessus. Donc, nécessairement, je peux pas aborder les choses de la même façon parce que mon objectif est pas d'aller chercher un succès puis un rayonnement. Mon objectif, c'est vraiment d'être capable d'avoir un équilibre de vie dans lequel je peux cheminer initiatiquement puis dans les autres sphères de ma vie aussi. Ouais. C'est vraiment intéressant parce que là, ça me fait penser, des fois, je vois des images, je ne dirais pas de qui, bien évidemment, mais tu sais, je pense qu'on a déjà vu dans toutes nos loges des gens qui ont vraiment tellement, des fois, des ambitions plus, justement, qui prennent tous les postes. Mais là, finalement, ben, vu qu'ils ne sont pas capables de se gager, ben, au lieu d'être à 100% à tous les postes, puisque c'est impossible de le faire, mais ils sont à 20%. Mais là, vu qu'ils sont à 20-30%, mais ils ne veulent pas perdre leur poste quand même parce qu'ils veulent être là, mais en réalité, ils causent peut-être plus de tort à la loge dans cette fonction-là que juste d'être ses colonnes puis ou de profiter de la vie. Là, moi, je pense que c'est pas sain d'être toujours à 100%. Ouais. Moi, je pense qu'une moyenne correcte, c'est 80%, puis il y a des moments où est-ce qu'il faut donner un coup, puis là, on est à 100%. Ou, mais, 120, tu as besoin ben, de faire 120, on peut-tu vraiment aller à 120? Je sais pas. Ça, c'est une expression qu'on a. Ça veut dire pas dormir, ça. Ça veut dire là, faire des marathons. Mais là, ça commence à être délétère pour ta santé. Ouais, fait que, mettons, là, être 80%, normalement, je pense que c'est quelque chose de sain. Dans certains cas, on a besoin de donner un petit plus, on peut se rendre à 100. Dans certains cas, on a besoin de se reposer, on descend à 60. Mais je pense que c'est normal. Puis c'est normal de fluctuer aussi. Parce qu'on a tout notre vécu à travers ça. Donc, c'est sûr qu'il n'y a personne qui va être à 100% toute l'année. C'est sûr que non. Là. Ça n'arrivera pas. Ouais, je comprends ça. Puis toi Sylvain, aussi, tu as vécu quand même un certain balancement sur les travaux, tu sais, tes fonctions, tout ça. À un moment donné, tu sais, t'en avais eu plein de toupettes avec ton travail, tout ça. Toi, comment t'avais géré ce genre de situation-là en tant que maçon? Ah, ben, tu sais, l'idée de démissionner, ça nous passe tous par la tête. Et là, aujourd'hui, c'est des gens qui écoutent l'émission et qui se remettent en question. Ne vous en faites pas, c'est normal que ça nous arrive. Il y a des pilules pour ça. Oui, des pilules pour le tonnerre. Idéalement, là, vous ça. demandez ça en prescription, vous avez ça en pharmacie. Ouais. Moi, je dirais que, d'une part, l'obédience et la loge dans laquelle on est vont jouer un grand rôle. Parce que si on est dans une loge où il y a de la bienveillance entre les membres, qu'il y a de la fraternité, qu'il y a de l'écoute et qu'il y a aussi, je dirais, de l'amitié, puis de la simplicité, de l'humilité, ça va être beaucoup plus facile que dans une loge où il y a le culte de l'ego. Et que là, tout le monde cherche le bobo dans le visage de l'autre pour le gratter puis le mettre en valeur. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile et on voit beaucoup d'épuisement dans ce type d'organisation-là. C'est pareil dans le monde profane aussi. Donc, d'une part, la loge et l'obédience dans laquelle on est, ça a une première instance. La deuxième, je pense que parfois, on veut plaire aux autres, on veut montrer qu'on est bon, et ça, c'est de l'ego. Et là, on se lance dans un paquet de postes, de fonctions. Là, on veut prendre le poste de Véné pour briller. Puis, finalement, on fait mal le travail. Et ça, je l'ai justement expérimenté il n'y a pas très longtemps parce que quand j'ai décidé de prendre une certaine fonction dans un degré, je l'ai fait pour sauver une sœur. Parce que je savais que si cette sœur-là s'en allait à cette fonction-là, que ça allait être difficile pour elle et qu'elle allait subir un échec. Alors, dans un désir de sauveur, je me suis lancé pour prendre la place et finalement, c'était un peu trop pour moi à ce moment-là. Je n'étais pas prêt. Mais je dirais que le grand architecte a bien fait les choses parce que la synchronicité a fait en sorte que des frères et sœurs sont arrivés, m'ont remis en question, ça a brassé les cartes et finalement, je me suis redressé. J'ai persévéré, percevoir. Dans la langue des oiseaux, percer pour voir. Donc, je suis allé fouiller à l'intérieur de moi. T'as pété des ballons. T'as percé oui, pour en voir. fait, j'ai pété la ballonne de l'ego. Ah, OK. Et ça m'a permis de moi de me structurer, de me discipliner et de prendre les choses en main. Donc, souvent, on a le goût de lâcher et c'est là qu'il faut persévérer. Donc, il faut se poser la question, est-ce que je suis trop généreux puis je suis pas capable de dire non? Puis finalement, j'en fais trop? Ouais. Ou est-ce que je le fais par désir de reconnaissance ou par ambition démesurée? Puis là, je veux prendre des postes pour avoir
qu'on dit la cordonite, là, donc je veux paraître la gloire. Donc, c'est quoi la raison? Dans mon cas, moi, il y avait aussi la question du travail qui était très demandante. Je vivais beaucoup de choses en même temps, des changements dans ma carrière et tout ça. Et ça me préoccupait beaucoup avec un bébé sur les bras. Ça m'en faisait beaucoup. Surtout quand tu fais la tenue avec le bébé sur les bras, ça, c'est difficile. Oui, non, le bébé il reste à l'extérieur, mais ça en faisait beaucoup. Est à l'extérieur. Et souvent, les gens vont avoir aussi tendance à dire « OK, je vais lâcher la maçonnerie pour faire tout le reste. » Et ça, je pense que c'est une grande erreur. Oui. Certes, la famille passe en premier, mais la spiritualité, notre spiritualité, c'est ce qui nous permet de maintenir l'équilibre. Oui. Parce que sans le fil à plomb, sans le niveau, sans mes outils, je peux pas m'en sortir. Ça va être juste plus difficile. Oui. Donc, comme disait Claudia, quand je vivais des moments comme ça, je me recueillais dans le temple et là, je demandais l'aide du grand architecte. Et là, tout d'un coup, par la synchronicité, pouf, quelque chose se plaçait, quelque chose arrivait et finalement, chaque chose reprend sa place. T'as dit quelque chose qui est pour moi ultra important, vraiment là. C'est le apprendre à comment dire non. Mm-hmm. Pas toujours dire oui, là, dire non. Tu sais, de prendre conscience de ses limites. T'sais, c'est le fun là, de temps en temps de dépasser ses limites. Là. Pas de problème, ça te permet de trouver une nouvelle limite. Mais il y a des fois, de réaliser, de dire, OK, bon, ben, là, mon fil à plomb, il est plus droit. Là, il se promène à gauche puis à droite, puis il fait des 360, puis il fait wouh! Puis ça, la vie est belle, puis ouais, let's go, on shake. Mais tu as besoin de, comme tu dis, de revenir en équilibre, de revenir droit. Puis de dire toujours oui. Ben, comme je pense que tu l'as dit, sinon on a pensé à la même affaire, sinon je vais le dire. Mais pour moi, c'est toujours oui, c'est que justement, t'as toujours le peur de déplaire. T'sais. Pis là, pourquoi tu as peur de déplaire? Là, c'est quoi ton vrai objectif? Tu veux faire plaisir à l'autre personne? Tu veux que tu as besoin de reconnaissance? Tu as tout cet aspect-là de ta pierre brute que tu dois continuer à travailler. Et il y a 2 autres raisons pourquoi on va s'épuiser. Ouais. L'autre raison, le miroir initiatique. Parce qu'on se projette dans les autres, on se voit, et ce qu'on n'aime pas chez les autres, c'est parce qu'on le porte en nous-mêmes. Ouais. Et là, souvent, ça met l'ego en confrontation. Hein, les pierres se frottent ensemble, mais c'est en sort de la friction. Ouais. Donc, souvent, ça va provoquer de l'épuisement parce que les gens, plutôt que de faire une introspection puis dire « Oh, je me vois dans le miroir, il se passe quelque chose, je vais prendre ça en main », mais ils vont résister. Ouais. Et la résistance va apporter à la fatigue, à l'épuisement. Ouais. L'autre chose aussi, c'est que souvent, les maçons vont arriver en maçonnerie avec des attentes. Ils s'attendent qu'on est tous parfaits, qu'on est des grands hommes, qu'on va agir avec la plus grande sagesse et humanité. Et là, quand ils s'aperçoivent que finalement, on retrouve dans les loges les mêmes calamités qu'à l'extérieur, les mêmes gens, les mêmes problèmes, eh bien là, ça les épuise. Et là, ils décident qu'ils veulent, là, sont rendus maîtres ou à d'autres degrés. Puis là, ils disent, ben voyons, là, c'est toujours des chicanes, ça n'arrête pas, il y a toujours quelque chose. Puis là, ben là, ils stand, puis ils décident de lâcher parce qu'ils sont épuisés. Ouais. Mais en fait, c'est une opportunité qui se présente à eux, mais ils la voient pas, plutôt que la transcender. Ben, ils vont tout simplement, parce que l'ego, hein, on se rappelle, quand on se regarde dans le miroir et qu'on s'aime pas, c'est quoi qu'on fait? On fuit. C'est toujours ce que l'ego fait, de fuir, c'est son premier réflexe. Ouais. Et c'est là qu'est la pierre cachée. Ah oui. Ah, écoute, j'ai dit vénérable maître. Merci. C'était très bien. Oh non, mais des fois, il parle bien, tu sais, ça y prend du temps. Mais quand il parle, c'est comme un train, là, il avance bien, puis il avance vite après. Mais non, mais c'est pour moi, c'est tous des aspects qui sont importants, tu sais, d'apprendre ses propres limites, de les définir, puis tu sais, tracer sa ligne, puis dire, là, regarde, là, j'ai une ligne, là, je dépasse pas. Parce que sinon, comme tu dis, ça peut, ma santé, il peut avoir des choses, tu sais, ça peut avoir des effets négatifs, là, tu sais. Fait que pour moi, je pense que cette ligne-là est importante. Puis, tu sais, je pense à ça, mais tu sais, des fois, j'ai vu des frères et sœurs super motivés. Puis là, tu vois, là, tu sais, ils veulent, mais ils se font convaincre par quelqu'un pour dire « Hey, on voudrait partir une autre loge sur un autre trip, une autre affaire. » Là, tout le monde fait comme « Ouais. » Puis là, t'es là, puis tu leur dis, là, hey, vous pensez à telle affaire. Ouais. Puis c'est comme des enfants. Ouais, pas de problème. Ah! Puis là, finalement, t'avais peut-être raison. Ben oui.
On a fait ça plein de fois pour plein de choses. C'est ça. C'est normal, ça fait partie du processus. Tu peux pas respecter tes limites si tu les as jamais vues. Ouais. C'est normal. Je voudrais rebondir sur le rôle de vénérable maître. Ouais. C'est épuisant, vénérable maître. Juste pour toi, parce que ça revient à ce que tu disais. Là, si tu fais mal ton travail, c'est épuisant. Nous, on fait des affaires parfaites. Là aussi, je veux dire, le choix, il est pas facile. Le choix, t'es porté par une loge, bien sûr. T'es porté par ton ego, on va dire, de dire ah bah oui, je vais faire quelque chose, je vais marquer, je vais amener une empreinte. Vénérable maître, tu récupères tous les problèmes des frères et sœurs. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une capacité déjà d'y répondre, capacité de les prendre et puis d'analyser, etc., etc. Donc il faut avoir un équilibre dans sa tête parfait. Faut déjà être. Si on a des problèmes à l'extérieur et qu'on rencontre d'autres problèmes à régler à l'intérieur dans un temple, je veux dire, c'est pour ça qu'à chaque fois, quand un vénérable se présente, je dirais, ou quand on va, je dis toujours, réfléchis bien. D'ailleurs, chaque poste d'officier dans une loge, il est hyper important. Le deuxième surveillant, il va s'occuper des apprentis. C'est un poste hyper important. Il faut qu'il soit capable dans sa tête de pouvoir prendre en charge ses apprentis, et il faut pas qu'il ait cet épuisement intellectuel qu'il peut avoir. C'est pas la peine, parce que non seulement il va pas faire bénéficier, disons, de ses connaissances aux apprentis, mais il va certainement les amener sur une mauvaise route, et qui va faire que beaucoup vont peut-être pas rester en maçonnerie. Donc chaque poste, je prends l'hospitalier, on peut prendre, je dirais, bien sûr, le premier surveillant aussi vis-à-vis des maîtres, et des compagnons, c'est quand même des postes importants. Donc, quand on prend un poste d'officier, on se doit d'avoir toutes les capacités de ne pas avoir cette forme d'épuisement intellectuel. C'est aussi une responsabilité qu'on se doit vis-à-vis des frères et des sœurs de notre loge ou de notre obédience. Et lorsqu'on monte dans les hauts grades, ou lorsqu'on se retrouve, je dirais, grand maître d'une obédience, déjà c'est un statut qui est extraordinaire. C'est vrai que c'est quelque chose qui est porteur, mais bon, il faut rester dans l'humilité, parce que tout le monde peut être grand maître, hein. Donc c'est pas de l'élitisme, mais il faut savoir aussi écouter les autres, et puis être à l'écoute, et pas être... C'est là que c'est le plus difficile, parce que tu as des moments où c'est vrai que tu dis, bon, j'en ai marre, attends, mon téléphone, je l'éteins, c'est terminé, etc. Ah non, on a des frères et des sœurs qui sont malades, bah tu dois les appeler, tu dois être en compassion avec eux. On a aussi des frères et des sœurs qui sont partis à l'Orient éternel, et puis là aussi, il faut être près de la famille, etc. Donc il y a tout un ensemble de choses, je dirais, qui amènent à ce que, oui, il faut être fort quand même mentalement. Il faut être fort mentalement. Alors, le mental et la force, je pense que c'est pas inné, ça s'apprend, mais c'est vrai que quelquefois, il y a des frères ou des sœurs, ou des hommes et des femmes qui ont plus de difficultés que les autres. Ouais. Parce que la moindre contrariété, peut amener quelqu'un à être complètement déstabilisé. Et puis, quand tu es déstabilisé, bah, tu déstabilises aussi les autres. Parce que si t'es pas en forme en tant que vénérable, ça se ressent dans la loge. Tu vas avoir une tenue extraordinaire. Des fois, tu dis oh. Puis par contre, des fois, tu vas avoir une tenue, tu te dis j'aurais mieux fait de rester couché, parce que t'es pas terrible. Et c'est vrai que, mais bon, faut faire fi de ça, ouais. Et puis rebondir à chaque fois. Mais c'est vrai que cette forme d'épuisement, on nous demande, quand on a des postes comme ça importants, les gens sont demandeurs, et ils demandent d'être au top à 100% tout le temps. Et ça, c'est quelquefois le plus difficile. Il y a un manque d'équilibre. Ouais. Ouais. C'est le plus difficile, parce que quand tu fais... Alors c'est pour ça que quand moi j'ai pas mal de choses en chantier, je dirais entre guillemets, ça me permet la pression que j'ai eue dans telle association, je décompresse dans l'autre. Et je me retrouve avec un équilibre. Comme ça, je pense que c'est ce que j'ai toujours fait. Et je pense que ça aussi, c'est peut-être une forme d'équilibre que je retrouve en ayant plusieurs
on dit plusieurs fers au feu, c'est un petit peu ça. Et puis bon, il faut aussi s'éclater dans ce qu'on fait, mais... Ouais. Voilà. Mais je voulais juste rebondir sur une des choses que tu as dit aussi, tu vas rebondir. J'allais dire exactement ça. J'aimerais ça rebondir. Bang, Mais tu veux rebondir tout de suite? Moi, je peux rebondir après si tu veux. Vas-y. Je rebondis. Moi, je voulais rebondir là-dessus parce que tu parlais de toutes les tâches qu'on a comme vénérable maître, comme grand maître. Et puis, moi, ça m'a amené vraiment à réfléchir sur le fait que une des principales tâches qu'on a, c'est de déléguer. Tu sais, le vénérable maître, tout comme le grand maître, dirige. Et dirige, c'est donner la direction. Mais c'est pas faire toutes les tâches de tout le monde puis s'assurer que... c'est s'assurer que tout le monde les fait, mais je veux dire, c'est pas les faire à leur place ou les faire de notre façon ou les forcer de les faire à notre façon. C'est de laisser chaque personne être capable de découvrir ses tâches, d'évoluer dans l'accomplissement de ces tâches-là, puis c'est un défi aussi des fois d'accepter que les gens font pas toujours les tâches, les frères et sœurs font pas toujours les tâches de la manière dont nous on les ferait, mais qu'ils les font de la meilleure manière qu'eux peuvent les faire. Et des fois, ils les font mieux que qu'est-ce que nous, on aurait pu imaginer ou qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Et pour moi, l'ingérence dans les tâches des autres officiers, c'est quelque chose qui est grave. Puis je dis ça parce que je pense que quand on prend un office, on prend cet office-là dans un but de cheminement, puis dans un but d'acquérir des habiletés, des vertus qui vont avec cet office-là, des nouvelles visions, un nouvel emplacement dans la loge, une nouvelle synergie avec les autres, des nouveaux outils. Donc, si on fait de l'ingérence, on prive les frères et sœurs de l'expérience, de l'acquisition de ces outils-là et je trouve qu'on peut arriver à nuire à la loge en faisant ça aussi. Ben, ça va être une forme d'épuisement aussi. Ben, c'est une forme c'est sûr que ça peut mener à l'épuisement, exactement. Oui, parce que, tu sais, la personne qui décide de tout faire en loge, même si c'est pas sa fonction, ben, à un moment donné, il va dire là, je suis trop fatigué, je fais tout ici. Mais oui, mais tu n'aurais pas dû tout faire. Tu aurais dû déléguer à certaines personnes, puis ou tout simplement, tu laisses, comme tu dis, aux gens de faire leur propre fonction. Puis ça me permet peut-être de rebondir avant que je l'oublie, sur mon petit spot aussi que je le vois, parce que des fois, ben, autant qu'on a des gens qui vont peut-être vouloir tout faire en loge, puis justement, ben, ça fait en sorte que du meilleur des autres, ils vont s'auto-épuiser à tout faire quand ils ne devraient pas tout faire, puis lâcher prise un peu, tu sais. Autant tu as des gens aussi qui vont rester sur les colonnes puis qui vont regarder le spectacle, tu sais. Puis pour moi, ça peut causer un épuisement parce que là, ben, si c'est toujours... On a déjà entendu cette phrase-là. C'est toujours les mêmes qui font ça. C'est toujours genre une élite mondiale quelque part qui va faire tout, tu sais. Mais non, mais... On sait pas où. On sait pas où. C'est exactement ça. On sait pas où. Mais l'affaire, c'est que, tu sais... Des fois, quand c'est toujours le même groupe qui fait les mêmes choses, il faut penser aussi que peut-être, justement, il y a un déséquilibre parce que c'est pas tout le monde qui met la main à la pâte puis qui fasse les affaires. T'sais. C'est correct de rester sur les colonnes, puis de regarder qu'est-ce qui se passe puis de participer du mieux qu'on peut. Il n'y a aucun problème là-dedans. Le problème pour moi, c'est que si c'est toujours les mêmes personnes qui font les mêmes affaires, ce qu'on réalise pas parce que oui, peut-être le maçon ou la maçonne, elle n'est pas confortable, elle a peur de prendre un risque d'un défi parce que justement, elle a peut-être peur. Ça. Oui, c'est ça. C'est tout le travail qu'on a à faire. Mais si, disons qu'elle a peur d'embarquer dans une fonction parce qu'elle a peur d'échouer, quand elle devrait le faire parce qu'il faut échouer dans la vie, sinon on ne pourra jamais réussir si on n'échoue pas, ben, ça fait en sorte que de l'autre côté, ben, c'est toujours les mêmes qui font les mêmes choses. Puis là, ça fait en sorte que eux autres, on pense pas à eux autres, t'sais. On pense pas justement que les gens qui sont là, s'ils restent en fonction, c'est qu'ils veulent la survie de la loge. T'sais. Fait qu'ils vont dire, je vais faire une année de plus, je vais faire un extra de plus pour la grande cause, disons. T'sais. Sauf que ce sacrifice qu'ils font là, c'est un sacrifice qu'ils font sur eux. T'sais. Fait que il y a aussi cet aspect-là que d'avoir cet équilibre-là pour que tout le monde, le symbole de la chaîne d'union dans la loge, pour moi, elle a toute cette symbolique là-dedans, que les autres aident du mieux qu'ils peuvent. S'ils peuvent juste donner 20%, ben parfait, donne 20%. S'il y en a un qui peut donner 80%, comme tu disais tantôt, ben qui donne 80%. Mais si c'est toujours la même élite, le monde va dire que c'est toujours les mêmes personnes, mais ça veut pas dire que c'est toujours les mêmes personnes qui veulent faire le travail. C'est comme dans le monde profane.
On voit les gens, il y a seulement 30% qui vont voter. Mais l'immobilisme des gens fait en sorte que ceux qui sont là vont se corrompre et vont faire de la collusion parce qu'il n'y aura personne pour les contester ou qu'il n'y aura pas de relève. Donc, ça, c'est ce que ça finit par faire. Je vais donner une anecdote. Un moment donné, quand j'étais dans ta loge de perfection, je suis rentré là. Il y avait assez de postes pour des officiers. Même s'il y en avait des officiers qui étaient absents. On me demandait à peu près 85 fois, Franco, si tu devrais prendre un poste. Puis je fais non. Je ne vais même pas à Lorient. Je ne vais même pas masser. Je m'en vais masser ces colonnes. Foutez-moi patience. J'ai mis mes décors en question. Puis j'étais massé. Puis maudit que j'étais bien. Mais ça a permis qu'en faisant ce geste-là, ça pousse les autres à dire OK, je vais. Puis là, ils sont essayés. Puis là, ils ont dit finalement. C'était le fun, tu sais, puis ils vont vouloir s'impliquer. Fait que ça a permis pour moi un rebalancement. Ça revient encore pour moi au niveau, tu sais. Ça a permis un rebalancement pour dire, mais regarde là, quelqu'un qui a voulu s'essayer dans une fonction, il a aimé ça, il veut répéter, parfait. Ça va en faire moins aux autres parce que l'autre va être capable de reprendre. Fait que tu sais, il y a tout ça. La pire chose, là, c'est de vouloir rester. Le plus bel exemple, c'est Claudia. Claudia a fait son 3 ans. C'est le plus bel exemple de vénérable. Elle a fait 3 ans de mandat et elle aurait pu renouveler. Elle aurait pu continuer. Les gens de la loge l'adorent. Mais elle a laissé la place pour que quelqu'un d'autre puisse s'émanciper puis se dépasser. C'est ça, la fraternité. Ça fait partie. Nous sommes les passeurs. Hein. Moi, j'ai fait 3 ans de Véné aussi. Mais c'était assez, les gens veulent te mettre ta porte. Il n'y avait plus personne. Donc, nous étions 5, 7. Moi, j'aimerais ça amener un point de vue un peu différent de ce qui est dit, parce que depuis tantôt, on dit ceux qui s'épuisent, c'est ceux qui en font beaucoup. Moi, je pense qu'il faut nuancer ça, parce que ceux qui s'épuisent, c'est pas juste ceux qui en font beaucoup. C'est aussi, tantôt, on disait ceux qui restent sur les colonnes. Est-ce que ceux qui restent sur les colonnes peuvent s'épuiser? Moi, je pense que c'est définitivement le cas. Pourquoi? Parce que quand pour pouvoir recharger nos batteries, là, il faut qu'on ait dépensé de l'énergie. C'est un mouvement de balancier, qu'on dépense de l'énergie et on recharge. Donc, si on peut pas faire cette dépense-là, on peut pas recharger non plus complètement. Donc, on peut aussi s'épuiser dans ces cas-là. Et je pense qu'on a... Tu sais, j'ai lu récemment quelque chose qui expliquait que il y a des gens, quand ils vivent un stress, il y en a qui vont être des overdoers, donc ils vont faire plus, puis d'autres, quand ils vivent un stress, qui vont faire moins. Moi, je suis dans la catégorie des gens qui font moins. À cause du burn-out que j'ai fait, quand je vis du stress, je me rétracte. J'ai pas tendance à essayer d'en faire plus. Mais j'ai un partenaire qui, lui, a tendance à vouloir en faire plus. On est pareil. C'est ça. Donc, je pense que dans des circonstances comme ça, ça nécessite d'avoir conscience de ces mécanismes-là, mais aussi du fait que ceux qui sont overdoers et ceux qui sont, je pense, dès qu'on est dans un poste aussi comme vénérable, comme grand maître, on doit faire de l'empowerment. On doit être capable que les gens puissent prendre une place sans projeter des attentes sur eux, sans qu'ils sentent qu'ils puissent prendre leur place, sans qu'ils sentent que comme « Oh non, moi, je le fais pas pour te forcer à le faire. » Tu comprends ce que je veux dire? Qu'on sente qu'on est comme « Je le fais pas parce que, tu sais, toi, tu veux le faire, puis je vais te prendre la main, puis je vais t'aider avec ça. » Puis je pense qu'on oublie des fois ce côté-là aussi, que la personne qui est sur les colonnes et pas nécessairement quelqu'un qui est pas impliqué dans la loge. Des fois, c'est quelqu'un qui va être beaucoup impliqué dans plein de choses informelles de la loge, mais qui peut-être sait qu'elle n'aura pas le temps, ne se sent pas prête, a besoin de se régénérer aussi, il faut le dire. Aller sur les colonnes, ça permet de se régénérer, puis c'est un cycle. Tu sais, je pense que le fait que, comme au dernier épisode, on a parlé, le Véné s'en va couvreur, puis il y a aussi des tâches importantes, mais c'est pas les mêmes. Il y a une phase d'aller vers la lumière, retourner vers l'ombre, la régénération, c'est cyclique. C'est cyclique. Donc, tout ce processus-là, je pense, d'épuisement, de régénération est cyclique. Puis je pense que le plus qu'on l'encourage, le plus on va être capable de maintenir nos loges puis nos frères et sœurs en bonne santé dans ça. Oui, c'est ça. Puis l'important, c'est de bien s'entourer. Hein. Je veux dire, là aussi, je dirais, le travail, il est, quand on est grand maître ou quand on est vénérable, je dirais, le travail des officiers ou des grands officiers, il est hyper important. Il faut savoir déléguer. C'est pas évident de déléguer. Il faut avoir une confiance absolue, je dirais, des gens avec qui vous travaillez. En tant que chef d'entreprise, moi, donc j'ai délégué beaucoup. Des fois, j'ai été déçu.
Et en tant que grand maître, là aussi, je veux dire, j'ai des piliers, donc des gens frères et sœurs sur qui je peux compter. Et ça aussi, ça fait partie des choses qui évitent l'épuisement, parce qu'on a une confiance, on donne notre confiance, comme nous, on a une confiance absolue, je dirais, les uns les autres. Bah ça, c'est reposant, ça nous épuise pas, bien au contraire, parce qu'à chaque fois, si on a un problème personnel ou un problème, je dirais, dans le monde profane ou dans le monde maçonnique, on peut le partager avec certaines personnes de confiance. Et ce partage nous fait du bien. Ça, c'est important. Je dirais l'entourage que l'on a est important, donc de délégation, etc. Mais bon, c'est pas tout de suite que ça se fait, donc c'est avec le temps. On se connaît depuis déjà de nombreuses années, et c'est vrai que on se connaît même parfaitement bien parce qu'on a officié dans d'autres, disons, dans les hauts grades. Et cette confiance-là, moi, je donne ma confiance assez facilement. Je la retire pas tout de suite, mais c'est vrai que quand il y a des fois des cumuls de choses, je me rétracte un peu. Et puis quand je suis blessé, je suis pas rancunier, mais quand je suis blessé, je suis blessé. C'est vrai que faut prendre de la hauteur. Là aussi, c'est quand on a des blessures comme ça. Ça amène aussi une certaine forme d'épuisement quelquefois, donc on le trouve partout, aussi bien dans le monde profane, dans le monde associatif, sportif et puis maçonnique. Mais on n'a pas le droit de communiquer, je dirais, nos états d'âme, surtout quand on a des profanes ou quand on a des apprentis qui viennent. Il faut qu'on ait justement l'aura. Un aura, je dirais, scintillant et lumineux quand on les accueille, et qui fait que c'est ce qui fait notre force, ce qui fait notre cohésion aussi. Il y a une cohésion entre nos obédiences. Moi, je suis assez surpris quand on a des frères ou des sœurs qui viennent d'autres obédiences de françaises et qui nous disent c'est étonnant, vous discutez de choses quelquefois sociétales sur vos colonnes. Il y a pas, ça s'invective pas. Je veux dire, les gens s'écoutent. Il y a des échanges. C'est dans des échanges intelligents et on partage des points de vue. Alors que dans certaines loges, je veux dire, ça va très très loin. Ils en viennent quelquefois aux mains et avec des cassures, des fâcheries. C'est pour ça, Sylvain, il y a une épée flamboyante, puis moi, j'ai un maillet. S'il arrive quoi que ce soit, on peut se battre. Vous êtes prêts? On est prêts. Non, mais ça, c'est important. Ouais. C'est important. Grossir, c'est pareil, grandir vite et puis faire rentrer n'importe qui, c'est aussi, faut faire très attention parce que on peut s'épuiser aussi facilement. Tu sais, parfois, il y a des gens qui me disent « Tu m'épuises, toi, avec ton grand architecte de l'univers. » Mais je suis pas quelqu'un de religieux comme tel, mais pour moi, ma vision à moi du grand architecte de l'univers, ça adhérait bien, je dirais, avec le dieu de Spinoza. C'est un peu ça. Donc, c'est pas religieux, c'est plutôt universel. Donc, quand je fais référence au grand architecte, c'est comme ça. Moi, je pensais que tu parlais de moi. Non. Non, je parle pas de toi. Okay. Mais parfois, puis des fois, il y a des gens qui vont être très mystiques, plus côté, je dirais, ou dogmatisés, parce que dogmatisés, on peut en avoir dans les non-croyants comme dans les croyants. Hein? Puis là, parfois, des gens, eux, là, ils m'énervent, ils m'épuisent parce que ils reviennent toujours sur certains sujets sociétals aussi ou ça, mais je pense que c'est l'union des deux qui fait Bien sûr. C'est le respect, surtout la tolérance aussi, qui fait que ça va créer une synergie et que tout le monde va s'entendre. Laisser nos métaux à la porte du temple. Tantôt, mon frère Dominique et moi, on avait une discussion avant d'entrer en onde, puis on parlait à quel point on doit dissocier notre personnalité profane de nos fonctions. De ce qu'on fait en maçonnerie. Donc, on doit vraiment laisser nos métaux à la porte du temple, puis ça en fait partie de notre personnalité profane, puis de distinguer nos préférences personnelles de notre rôle, de notre fonction. Tantôt, tu disais, c'est important de bien s'entourer, puis je pense qu'on n'est jamais aussi bien entouré en franc-maçonnerie dans des offices que par des officiers qui ont librement choisi d'être là, qu'on n'a pas incité à être là, qu'on n'a pas encouragé, qu'on n'a pas pris pour les mettre là, mais qui ont librement fait de l'introspection puis choisi de prendre
prendre cet office-là parce qu'ils avaient le goût de s'impliquer, qui sentent qu'ils aient les capacités ou pas, ils vont les développer parce qu'ils ont vraiment envie d'être là. Ça change tout, cette motivation-là. Ouais. Puis je pense que ça, on peut vraiment le faire quand on laisse nos métaux à l'extérieur, puis qu'on se souvient que notre fonction, c'est orchestrer, puis que dans cette orchestration-là, le but, c'est pas juste que tout fonctionne à la perfection, c'est la croissance de chacun des membres. On est là pour ça. On est là pour se réaliser. On est un collectif. Bien sûr. Tu disais, c'est quoi, le mot consacré, tu disais? Attends, c'est le... Répète-moi le mot que tu as dit pour les membres, là, pour les je vais le faire une blague. Là, puis c'est pas de la consécration. C'est ça, les consécrations ou le... Non, c'est ça. Non. Bon, j'ai raté, mais j'ai en plus de perdre la blague que je voulais faire, ça sert à rien là-dedans. Claudia, rapidement avant la fin de l'émission... Pas déjà la fin. Oui, parce que ça fait déjà 59 minutes qu'on fait l'émission. Ça passe toujours vite en bonne compagnie. Quel conseil que tu aurais à quelqu'un qui te dirait qu'il a un épuisement maçonnique présentement? Quel conseil que tu pourrais lui apporter? Parle-en. On a tous vécu à des moments de notre vie profane, maçonnique, des formes d'épuisement. C'est normal d'apprendre à connaître nos limites. On ne peut pas les connaître, on ne peut pas les dépasser tant qu'on n'a pas expérimenté dans ça. Un jour ou l'autre, on les rencontre, nos limites. Puis un jour ou l'autre, on doit trouver des nouvelles façons d'être, mais c'est un peu comme le fil à plomb. On essaie d'un côté, de l'autre, puis éventuellement, on trouve le milieu. Donc, c'est surtout d'en parler, de respecter qu'est-ce qu'on ressent vraiment intérieurement dans notre cœur, de faire confiance à nos frères et sœurs. Puis ça, peu importe, même si on est dans une position où est-ce qu'on est, entre guillemets, en autorité de service, là, qu'on a des responsabilités comme ça, il y a toujours des gens sur qui on peut s'appuyer. Moi, j'ai accouché pendant que mon vénéralat, puis la loge n'a pas arrêté de fonctionner, même si j'étais absente quelques tenues. Là. Donc, c'est de faire confiance, que les autres ont des capacités, puis qu'en vivant des nouvelles expériences, ils vont les développer, puis de ne pas avoir peur de laisser le leadership à d'autres personnes, puis dans certains cas aussi, de ne pas avoir peur de prendre le leadership, parce que des fois, pour sortir de cet épuisement-là, des fois, l'épuisement provient de choses qu'on voit, puis on sent qu'on a de la difficulté à prendre une action, puis on voudrait changer quelque chose, puis on se sent un peu victime. Mais dans ce cas-là, il faut prendre du leadership. Des fois, c'est la prise de leadership. Donc, le leadership, vous deviez le passer à autrui ou le prendre pour vous-même. Vous le savez, c'est quoi? Donc, c'est ce que je dirais. Faites l'introspection. Parlez-en autour de vous. Si vous ne le voyez pas, qu'est-ce que c'est votre introspection à faire? Parlez-en avec vos frères et sœurs. Il y a quelqu'un qui va le voir, tout le monde l'a vécu. C'est clair. Mais merci, Claudia. C'était quasiment le mot de la fin, puisque là, je m'en allais vers le mot de la fin, mais je pense que c'était... Ça peut être le mot de la fin. Ça peut être le mot de la fin. Mais écoute, je pense que c'est super important d'apporter la clé essentielle, c'est la communication, tu sais. Puis comme dans un couple, tu sais, on est là pour quasiment le meilleur pour le pire, mais tu sais, c'est important. Il faut parler de nos besoins. Il faut dire, ça, c'est ma limite. Je suis pas capable d'aller plus loin pour le moment. Voici ce que je peux t'offrir pour le moment. Es-tu correct avec ça? Tu sais, si tu permets cette communication-là, ça l'ouvre tout, tu sais, puis c'est pas... Là, j'en reviens quasiment à un concept de communication non violente, là, tu sais, mais non, mais c'est vrai, je me sens comme ça, tu sais, je vis ça présentement, tu sais, pas de dire, tu me fais chier avec ta demande, je ferai pas ce poste-là parce que toi, t'es technique, tu te souviens, Sylvain, là, tu sais, le pouce avec les trois doigts. Fait que, tu sais, en prenant cet aspect-là de la communication non violente, de s'exprimer comment on se sent là-dedans, tu sais, parce que chacun va vivre ses propres affaires. Tu sais, si la personne n'en parle pas, on va assumer, tu sais. Puis en anglais, on dit toujours « When you assume, you make an ass of you and me », tu sais. « Assume », c'est « ass of you and me », tu sais. Donc, c'est important. Je pense que c'est absolument important d'apporter une belle clé là-dessus. Puis je pense qu'on peut aller avec ça, avec le mot de la fin. Donc, mais un grand merci, mes frères et sœurs, d'avoir été là. Merci à toi. Moi, j'aimerais dire quelque chose en terminant. Ça, c'est ton mot de la fin, c'est ça que tu veux dire. Ben oui, c'est ça, on va y arriver. Sylvain, là, calme ta joie. Il est épuisé. Non, il est épuisé, c'est ça. Moi, j'aurais dit, il est épuisant, mais ça, c'est chacun son opinion. Ça va être le fun à soir. Donc, on va y aller avec le mot de la fin. Il semble y avoir quelqu'un qui veut donner un mot de la fin. Donc, je crois que le grand architecte me dit « Ah, c'est Sylvain ». Oui. Ça sera coupé, de toute façon. Oui, c'est coupé. De toute façon, ça rentre pas dans le... Ouais. Bien, je vais me permettre une interprétation. Okay. Si on prend le mot « épuisement »,
Oui. On a puis et on a ma. Oui, mais donc, le il va où? Ah, OK. Si on descend à l'intérieur de nous, dans le puits, et on descend dans le bas de la terre, dans le cabinet de réflexion, cherchons la place où on se ment. OK. Alors voilà, j'ai dit. C'était mon mot de la fin. La vérité sort du puits. Hein. Ah oui? Oui, on le dit toujours. Oui, la vérité sort du puits. Oui, la vérité toute nue. Oui, j'ai vu un tableau de ça, justement. Une femme nue qui sort avec la vérité. Non, mais il y a plein d'autres choses. Moi, en tout cas, je vois des allégories maçonniques dans ça. Ouais? Ben oui, on en reparlera. Dans un autre épisode? C'est ça. Claudia, est-ce que tu es là avec ton mot de la fin, mis à part la belle parole de sagesse que tu nous as donnée sur la communication? Je pense que c'était mon mot de la fin. Chers auditeurs, je vous aime. C'est mon mot de la fin. Ah, tu vois, l'amour. Frère Dominique, le sérénissime Grand Boubou. C'est la fin des fins. C'est la fin des fins? Ah oui, on est rendu là déjà? Oui, OK. On termine tous les épisodes de 83. Je tenais quand même à te remercier, remercier bien sûr ma sœur et mon frère de l'accueil. Et puis, c'est vrai que j'essaierai de revenir beaucoup plus souvent, ça c'est clair. Surtout, tu habites maintenant plus proche de chez nous. Oui, je suis quand même à Saint-Colomban, donc c'est quand même pas loin. Et puis, je dirais que mon mot de la fin, il va être l'optimisme. Je suis très optimiste, disons, sur la franc-maçonnerie québécoise, parce que je pense qu'on aura de plus en plus de profanes qui vont venir nous rejoindre. Et puis, j'aurai un mot particulier vis-à-vis des Québécois. Et je voudrais que c'est un peu mon rêve, un peu Martin Luther King fait un rêve que la maçonnerie québécoise, disons, elle se développe avec des Québécois, beaucoup de Québécois qui viennent nous rejoindre. Je pense qu'on a un travail à faire, un travail de communication et puis d'ouverture, je pense, et pour faire venir dans nos loges énormément de... On a un petit quelque chose, les Québécois, parce que quand les Européens ou les gens qui voyagent viennent dans nos loges, il y a un quelque chose, ils repartent et ils disent « Wow, il y a quelque chose ici. » C'est pour ça que je suis arrivé là, ça fait 16 ans, je suis resté. Hein. Oui. Donc ça sera mon mot de la fin. Franco, ton mot de la fin? Mon mot de la fin, il m'épuise. Ah, je sais. Ton mot de la fin, c'est qu'il y a faim. Ouais. Non, j'ai mangé déjà avant. Fait que ça va bien. On a mangé des bons tacos. Moi, j'étais très, très heureux de ça. Mon mot de la fin, je pense que je dirais de persévérer, encore une fois, la communication, c'est super important. Percez, vous verrez. Et percez, vous verrez, tu sais, que après la balloune, il y a d'autres choses. Mais non, vraiment, la communication, c'est super important, tu sais. Ayez pas peur de parler, de vous exprimer dans le respect. Il va toujours avoir une place à l'écoute, donc et écoutez-vous. Je pense que ça, c'est le plus important. Tu sais, prenez le temps de vraiment vous écouter. Pour moi, je pense que c'est le meilleur mot de la fin je peux pas vous donner aujourd'hui. Moi aussi, je vais ajouter quelque chose. Sylvain, y aller Sylvain, il est tellement... Pour ceux qui se demandent où je prends mes interprétations là, et la langue des oiseaux, vous irez voir sur YouTube Patrick Buren-Stenas qui parle de la langue des oiseaux. C'est très intéressant. T'es rendu à ta 8e fin, mot de fin. C'est bon, fini, ça? Ouais, c'est fini. C'est une émission Moi, de j'ai 2 droit à un heures et demie. troisième mot de la T'as fin. le droit aussi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a quelque chose que tu as dit, puis je me disais, je pense qu'il y a quelque chose de super important. Tu disais persévérer. Puis je pense que quand on l'interprète avec notre ego, persévérer, on se dit, je vais persévérer, je vais rester dans le poste, je vais continuer à pousser. Puis c'est pas ça, la persévérance qui est attendue. Puis je le dis parce que le cheminement initiatique, je pense, nous révèle cette persévérance-là qui est autre. La persévérance, c'est vraiment tant que vous continuez à chercher la réponse de l'interprétation de ce que vous vivez et que vous prenez les mesures en conséquence, c'est ça, persévérer. Ça veut pas dire de continuer dans le même poste, ça veut pas dire de faire les choses comme vous les faites présentement. Ça veut juste dire continuer à chercher la vérité, votre compréhension de ce que vous vivez dans ça. Puis je voulais amener cette nuance-là parce que je pense que si j'avais entendu cette émission-là
quand j'avais 18 ou 19 ans, puis que j'aurais entendu persévérer, j'aurais continué à travailler plus fort à temps plein, plus fort aux études. Et puis, j'aurais pas compris que la nuance, c'était pas ça, c'était de trouver l'équilibre intérieur. Puis, je voulais le dire parce que, ben, si jamais quelqu'un l'écoute maintenant, puis l'entend de la même façon que moi, je l'aurais entendu à ce moment-là, ben, peut-être que son interprétation pourra changer. Oui, parce que comme tu dis, justement, l'autre persévérance ben, va t'amener peut-être à l'épuisement. Fait qu'il faut bien balancer. C'est de l'acharnement. C'est ça. L'acharnement puis la persévérance, des fois, c'est difficile de les nuancer. Ouais. Mais c'est vraiment important. Ouais. Ben, persévérer, mais ne vous acharnez pas. Exactement. Donc, croyez en vous. Oui. Surtout, croyez en Sylvain. Oui. Ça, c'est important. Oui, Saint-Sylvain. Faites le chèque à mon nom. Ouais. Sinon, ben, comme d'habitude, encore une fois, un grand merci à tout le monde qui nous écoute. Comme Sylvain dit, regarde, on continue à avoir des vues. On est rendu à 409 000 vues cette année, 13 900 abonnés. Fait que c'est quand même assez incroyable. On approche du 14 000. On approche du 14 000, ça, c'est le fun, ça. Rendu à 33 000 abonnés, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un cadeau. Tu vas être obligé de changer ta Maserati, là. Tu vas racheter. Oui, effectivement. J'ai d'autres voitures à aller acheter aussi. Mais ouais, non, mais si on se rend à 33 000, écoute, si on fait 33 333, donc 3, je pense que là, on va faire un tirage absolument incroyable. Spécial! Incroyable! C'est ça. On s'en vient chez vous faire une émission de radio, quelque chose comme ça. Mais il faudrait réfléchir à ça. Mais encore une fois, tous les membres qui nous écoutent, en fait, tout le monde qui nous écoute sur YouTube, ça a changé notre vie, faire nos émissions sur YouTube depuis des années. Maintenant, on a peut-être la 2e, 3e année qu'on fait des émissions tout le temps sur YouTube. Plus que ça? Ah oui. Ouais, ça se peut. Mais c'est ça. Fait que ça fait quand même assez longtemps, ouais, effectivement. Qu'on soit plus steady, par exemple, sur YouTube, là, ça fait quand même peut-être 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Là. Mais encore une fois, un grand merci à tout le monde qui nous écoute. Si vous aimez ce qu'on fait, juste faire un petit like avec le pouce, ça fonctionne toujours super bien. Sinon, notre page Patreon, patreon.com/sous-le-bandeau. On a des bons forfaits. Hein. On a le forfait à 3 $, on a le forfait à 5 $, le forfait à 7 $ et le fameux forfait à 33 $. Et le forfait à 33 $ est assez incroyable. Parce que, littéralement, quand vous devenez membre Patreon à 33 $, vous avez accès au Grand Orient du Québec. Fait que, littéralement, vous avez le contrôle de tous les rituels, les ouvertures, fermetures de loges. Vous êtes le maître. Vous dépassez le grand maître. Là. Littéralement, vous le dépassez. Vous allez recevoir un chèque. Oui, oui, parce qu'on sait tous que le Grand Orient du Québec a beaucoup d'argent. Donc, quand vous devenez membre Patreon, le monde est à vous. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur patreon.com/sous-le-bandeau. Sinon, on a notre page Facebook, facebook.com/sous-le-bandeau. Puis notre site web, sous-le-bandeau.ca. On a encore plein d'affaires que vous pouvez acheter. Des casquettes, des chandails, des livres. Des livres, aussi, bien évidemment. Donc, c'est super intéressant. Sinon, encore une fois, merci à nos commanditaires, notre commanditaire premium, consultantbgh.com, pour vos centres de contact et tout ça. C'est toujours bien intéressant. Si vous avez besoin de services d'expertise comme ça, ils sont disponibles. Ils ont même commencé à toucher avec l'intelligence artificielle. Ça, j'ai lu ça aussi. Donc là, ils ont des projets pas mal de fun. Puis sinon, bien évidemment, nos-colonnes.com, vous saluerez Oscar. D'ailleurs, ils vont vendre, comme je disais tantôt, nos livres. Donc, ça vaut la peine, bien évidemment. Sinon, ben, mon nom est Franco. Puis je vous dis à un prochain épisode. Bye bye. Ciao, ciao!